C'est quand même dingue de se dire que l'univers est tellement vaste que la vitesse la plus rapide imaginable dans ce même univers est incroyablement lente par rapport à la taille de celle-ci. Je parle bien entendu de la vitesse de la lumière. Cette même vitesse qui, depuis des décennies, est source de fantasmes à la fois chez le grand public et chez les astrophysiciens. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas le seul vidéaste à avoir mis en garde face aux spéculations quant à la vitesse de la lumière, qui est quand même la limite fondamentale dans l'univers. Parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Cela va à l'encontre des lois de la physique et de la théorie de la relativité d'Einstein. Non seulement on ne peut pas dépasser cette vitesse, mais en plus on ne peut même pas l'atteindre. Seule la lumière, composée de photons et possédant une masse nulle, peut se le permettre. Pour n'importe quel autre objet massif, une quantité purement infinie d'énergie serait nécessaire. Et comme ça n'est pas le cas, alors le voyage supraluminique n'est pas envisageable. Seule la lumière peut aller à la vitesse de la lumière. Mais est-ce que cette même lumière peut se surpasser? Est-ce qu'une quantité importante de photons peuvent aller au-delà de cette limite? Dans les années 90, de très nombreux chercheurs et astrophysiciens se sont sérieusement posé la question. Et ce grâce à la découverte d'un phénomène extrêmement rare dans le cosmos. Le 1er décembre 1989, l'agence fédérale russe Roscosmos envoie en orbite autour de la Terre un projet qui lui tenait à cœur. C'est le satellite Granat. Initialement nommé Astron 2 puis renommé, ce projet a pour objectif d'envoyer dans l'espace un véritable observatoire entièrement robotisé et informatisé à la manière du télescope américain Hubble. Il s'agit également d'une collaboration internationale puisque la France, en particulier le CNES, participe au développement du projet. En guise de contribution, un télescope sera installé sur le satellite, du nom de SIGMA. C'est un acronyme pour dire Système d'imagerie gamma à gamme aléatoire. Cet instrument a été conçu pour détecter des rayons X et des rayons gamma dans le centre de notre galaxie, la Voie lactée, ainsi que d'autres endroits extragalactiques. Par le biais de ces ondes, qui sont les plus chargées énergétiquement dans le spectre électromagnétique de la lumière, cela permet au télescope de détecter des sources d'énergie très particulières. Disques d'accrétion des trous noirs, quasars, étoiles à neutrons, les objets célestes les plus extrêmes qui soient sont concernés. En 1992, le télescope, déjà en service depuis plus de 2 ans et demi, détecte la présence d'un microquasar au sein même de notre galaxie. Il sera nommé GRS 1915. Cette source d'énergie est principalement composée d'un trou noir stellaire, c'est-à-dire un trou noir d'une masse de quelques centaines de soleils seulement. Je précise bien seulement parce que ça a beau être beaucoup, pour un trou noir, on joue pas non plus dans les plus hautes catégories du domaine. C'est même plutôt basique. Cela dit, ce trou noir a un petit jouet. C'est une étoile qui orbite autour de lui et qui se fait progressivement déchirer à cause des forces de marée chaotiques et faramineuses. Le fait de déchirer une étoile qui n'est visiblement rien demandé augmente la masse du disque d'accrétion. Vous savez, c'est ce fameux anneau lumineux qui orbite autour du trou noir. À de rares occasions, il est possible qu'un objet céleste aussi extrême puisse projeter des jets de matière extrêmement puissants dans l'espace interstellaire. C'est ce qu'on appelle un jet superluminique, une déjection de matière expulsée de manière tellement violente qu'elle est projetée à une vitesse proche de celle de la lumière. Il est tout à fait possible de se rapprocher de la vitesse de la lumière. C'est valable pour ces jets de matière et également pour certaines particules. Le satellite Granat détecte alors un jet de matière dans l'espace envoyé depuis le trou noir GRS 1915. Non seulement un événement de ce type est plutôt rare, mais ce jet de matière est, comment dire, un peu inhabituel. Les analyses seront retransmises à Félix Mirabel et Luis Rodriguez, 2 astrophysiciens qui travaillent au Very Large Array. Vous savez, ce fameux réseau de radiotélescopes qui se situe aux États-Unis, plus précisément dans l'état du Nouveau-Mexique, à 2120 mètres d'altitude, et dont j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Ils vont découvrir, en début d'année 1994, que ces jets de matière sont projetés à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Au début, ils croient à une erreur de calcul. Après tout, personne n'a réussi à contredire totalement la théorie de la relativité générale d'Einstein. Mais bon, les analyses sont formelles. Donc pendant un bref instant, on croit que cette déjection de matière est supraluminique.
sauf que c'est impossible. Donc soit ces jets de matière brisent les lois de la physique et on vient de s'en rendre compte, soit l'explication est beaucoup plus simple et rationnelle et fait intervenir une illusion d'optique. L'astuce, la voici. Ces jets de matière sont projetés à une vitesse très proche de celle de la lumière, mais il arrive que quelques-uns soient projetés vers notre direction, la Terre, ou le système solaire en général. Au vu de la taille de l'univers, ou ne serait-ce que de notre Voie lactée, les chances qu'elle atteigne précisément la Terre ou notre système solaire est infime. En revanche, ils peuvent passer à quelques degrés près. Et quand on dit quelques degrés, ça veut dire plusieurs dizaines d'années-lumière. Donc franchement, ça va. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que l'angle et le point de vue de l'observateur est, par essence, limité. Et quand il vient dans notre direction, la lumière émise par ce jet ne va pas spécialement plus vite que le jet lui-même. Ce qui veut dire que nous ne recevons pas ce jet de la même manière qu'il a été envoyé. On a donc l'impression que ce jet est beaucoup plus court qu'il n'y paraît. Vu qu'il brille de sa propre lumière, alors la lumière du jet lui-même arrive un tout petit peu avant ce jet. Et on a donc l'impression de le recevoir beaucoup plus vite que prévu. Et c'est pour ça que Mirabel et Rodriguez ont eu l'impression d'avoir un truc qui allait plus vite que la lumière. Cette illusion d'optique sert désormais de base pour éviter qu'une méincompréhension de ce style ne se reproduise. Notre cerveau nous joue des tours. Les illusions d'optique, on en voit partout. Mais elles peuvent également berner les instruments optiques. Tout est une question de point de vue et de référentiel. Ce jet de matière n'est pas le seul à avoir été détecté. D'autres, avant et après, seront référencés. On estime d'ailleurs que la première réelle observation de ce phénomène date du début du XXe siècle. Le problème, c'est que ça avait été ignoré, faute de connaissances sur les trous noirs, et bien évidemment à l'époque, il n'y avait pas la théorie de la relativité générale pour expliquer ça. Désolé, mais la vitesse supraluminique, ça n'est pas pour aujourd'hui. Ces immenses jets propulsés avec une force extrême n'arrivent pas à faire briser les lois de la physique. Mais au moins, on peut les détecter au sein de ces espaces infinis. Et en attendant qu'on en découvre un autre, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, et à mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques, et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine!